bonjour, bonjour à tous. Je vous propose d'ouvrir le webinaire de l'ISTF, donc notre réunion d'information sur comment actualiser son document unique avec le risque Covid-19. Nous avons donc Madame Claire Girard et Madame Lorraine Basile, toutes deux intervenantes en prévention des risques professionnels au sein de l'ISTF, qui vont se partager cette présentation et répondront à vos questions. Donc, je leur cède la parole. Je vous souhaite à tous une bonne réunion et j'espère que cette réunion vous donnera satisfaction. Je dois vous laisser pour une autre réunion, donc je cède la parole à Madame Girard et Madame Basile. Merci à tous. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, vous allez assister du coup au webinaire Document unique et Covid-19. Tout d'abord, je vais juste vous demander deux choses. C'est de couper votre micro, voilà, pour éviter les bruits parasitaires, et de poser vos questions directement dans le chat. En fait, tout simplement, en bas de votre écran, vous avez un espace qui s'appelle Converser. Alors, peut-être que certains l'ont déjà vu. Et dedans, vous pouvez taper des messages. Donc, vous pouvez directement à tout moment poser vos questions. On y répondra par contre à la fin de la présentation pour éviter de couper à chaque fois. Voilà, je vous rappelle sur la maladie du Covid-19, sur les mesures barrières, la distanciation. Et ensuite, on parlera de l'intégration du Covid-19 dans le document unique. Donc, quels sont les symptômes de la maladie de Covid-19 ? Principalement des maux de tête, la perte de goût, de l'odorat, des maux de gorge, des courbatures, la diarrhée, parfois la diarrhée, et des difficultés respiratoires, étouffement. Voilà. Et la durée d'incubation varie de 3 à 5 jours en général, ça peut aller jusqu'à 14 jours. Voilà. Donc, il y a des personnes vulnérables, donc par exemple ceux qui ont un risque d'obésité, avec un IMC supérieur à 30, certains qui sont sous traitement, médicaments et certaines maladies chroniques. Voilà. Donc, comment on l'attrape ? On l'attrape de deux façons. Et on peut avoir une transmission directe. Par exemple, on est inférieur à 1 mètre. Quand on parle, quand on éternue, quand on tousse. Donc, il y a des micro-gouttelettes qu'on peut recevoir. Ou alors, on peut aussi, par la transmission indirecte, tout simplement, on discute, on parle, on éternue. Et ces gouttelettes atterrissent sur notre bureau, sur une poignée de porte. Et on oublie de se laver les mains et on y touche. Et voilà, on se touche le visage, on se touche le nez. Et ben voilà, on l'a attrapé. Tout simplement. Je vais vous faire passer une vidéo. En fait, ça va résumer tout ce que j'ai dit sur les transmissions directes et indirectes. Vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre. Tac. S'il veut bien. Observons la contamination dans une pièce. Une personne tousse une fois. Vous voyez le trajet des micro-gouttes qui contiennent du virus à l'intérieur de la pièce. Elles sont de différentes couleurs. Les vertes sont les plus lourdes, après les jaunes, et les rouges sont les plus légères. Les particules lourdes tombent au sol assez rapidement et n'ont pas un pouvoir de diffusion important, bien qu'elles soient les plus contaminantes. En revanche, les particules rouges, très légères, qui portent des virus, vont diffuser dans l'air, continuer à flotter pendant longtemps, se diffuser dans une pièce fermée dans laquelle l'air n'est pas renouvelé. Voici au bout de 3 minutes, au bout de 10 minutes, et même 20 minutes après, il y a encore des particules en suspension. Voici pourquoi la contamination aérienne dans les espaces clos est infiniment plus importante que dans les espaces ouverts, et notamment à l'extérieur. Voilà. Donc, c'est aussi pour résumer qu'on voit qu'au bout de 20 minutes, il y a encore plein du coup de Covid. C'est aussi pour renforcer le fait qu'il faut aérer les pièces. Du coup, ça retire dans l'espace clos. Non, voilà. Donc, les mesures barrières, je pense que maintenant, vous les connaissez un petit peu tous. Se laver les mains régulièrement, que ce soit avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir jetable. Et utiliser un mouchoir jetable à usage unique et le jeter. Donc, saluer sans serrer la main, éviter les embrassades. Tac. Donc là, je vais vous passer une petite vidéo qui montre un petit peu comment bien se laver les mains.
lavage des mains avec une solution hydroalcoolique si vous avez, avec de l'eau et du savon, c'est évidemment parfait. Là, on a pris un peu de peinture, c'est simplement pour vous montrer comment on doit se laver les mains, parce que c'est pas simplement parce qu'on fait ça, terminé, qu'on s'est lavé parfaitement les mains et que donc on se protège. Donc là, on va le faire. Hein. Voilà, je fais comme si c'était du savon, et bon, sans être très très rapide, on va quand même le faire correctement. Voilà, on passe un peu de temps à se frotter les mains avec ce savon. Et quand on a fait ça, vous voyez que quand même, il reste du blanc. Se fixer le virus en cause, et donc c'est avec ça qu'on va pouvoir se contaminer. Vous voyez qu'il y en a quand même à plusieurs endroits. Donc ça, c'est déjà bien, mais ça n'est que le début. Ensuite, on doit frotter comme ça. Il faut évidemment s'occuper des ongles qui n'ont pas été nettoyés par ce que j'ai fait pour l'instant. Donc ça, on le fait avec du temps, et on n'oublie pas le pouce parce qu'en général, le son nous a quittés, mais il faut bien. Donc, l'importance, effectivement, c'est de bien frotter entre les doigts. correct. Donc on fait ça. Vous voyez, encore il en reste. On fait ça vraiment avec attention, on prend son temps et on essaye de vérifier qu'on a vraiment nettoyé partout. Le lavage des mains. Voilà. Donc, après, troisième geste barrière, il faut garder ses distances d'au moins 1 mètre. Tout simplement, dans la vidéo, on va voir pourquoi. Il faut garder ses distances. Voilà. Le fait de s'écarter rien qu'un petit peu permet effectivement de passer entre les gouttes. Voilà. Comment bien mettre un masque? Et bien, tout simplement, du coup, on va vous montrer dans la vidéo. C'est un résumé. Donc voilà, donc il résume en gros qu'avant de mettre le masque, il faut se laver les mains soit avec de la solution hydroalcoolique, soit avec du savon. Et pareil avant de le retirer. Et ne pas toucher le masque quoi qu'il arrive si on l'a sur nous, ou de se relaver les mains entre deux. Sinon, vous avez bien vu dans la vidéo, on a des particules. Alors on parle des masques, mais on peut aussi avoir des écrans, des visières qu'on appelle. Elles protègent aussi les porteurs des grosses particules émises lors d'une toux, d'un éternuement. Protège pas des particules restant en suspension et protège tout le visage. Donc très facilement nettoyable avec du gel hydroalcoolique. Par contre, on conseille de porter un masque en dessous. Voilà. Et nettoyer après chaque usage. Voilà. En fait, la visière va éviter qu'on manipule ou qu'on soit tenté de toucher le masque, en fait. Ça va être une protection supplémentaire, mais elle ne sera pas efficace toute seule. Donc juste un petit rappel, si au cas où vous avez un salarié qui présente des signes du Covid sur le lieu de travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, tout d'abord, il faut l'isoler, donc le protéger, c'est-à-dire qu'on lui donne un masque, qu'il appelle son médecin traitant ou en fonction des signes, les numéros d'appel d'urgence, c'est-à-dire que s'il a des difficultés respiratoires.
Et bien sûr, après, nettoyer poste de travail et identifier et suivi des cas contacts si éventuellement il aurait été en contact avec d'autres personnes dans l'entreprise. Si on est salarié contact étroit, c'est-à-dire qu'à contact, si on peut, si possibilité, on privilégie le télétravail. Et si ce n'est pas possible, on recommande qu'il porte un masque au moins pendant 14 jours. Et dans tous les cas, il faut nettoyer les locaux et appliquer les mesures et juste informer le médecin du travail référent de l'entreprise qu'il y a eu des cas contacts dans l'entreprise ou des salariés présentant des signes du Covid. Voilà. Donc, je laisse la parole du coup à Madame Girard pour la suite. Donc, un petit rappel réglementaire hein, par rapport au document unique. Donc, l'obligation de l'employeur. L'employeur a l'obligation de protection de ses salariés. Donc, il y a un article, le L4121 du Code du travail, qui dit que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, il y a différentes mesures. Hein, tout d'abord, les actions de prévention des risques professionnels. Donc, ça va être la mise en place de sensibilisation, de moyens de protection, de tout ce qui va être mis en place pour limiter, pour réduire le risque à la source. Les actions d'information et de formation. Donc, c'est vraiment de sensibiliser le salarié au risque de l'entreprise. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Donc, l'employeur, il doit veiller à l'adaptation de ces mesures hein, pour vraiment tenir compte toujours du changement de circonstances. Là, on l'a bien vu dans le cadre du Covid-19 où il a fallu réadapter les choses. Hein. Il y a eu plein de… Ça a révolutionné un petit peu les organisations de travail, ça a un peu tout chamboulé au niveau de la façon de travailler. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut adapter et du coup, la prise en compte de cette crise sanitaire a forcément été à mettre en place dans votre document unique. Donc, le document unique, donc, il est obligatoire dans toutes les entreprises, hein, quel que soit votre effectif, donc pas plus de 10 salariés. Hein. Dès l'instant que vous avez au moins un salarié, il doit être réalisé. Donc, cette évaluation elle comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise. Donc, l'unité de travail, pour rappel, hein, c'est soit un poste de travail, ça va être un local de travail, un établissement, une machine, une activité. Hein, en fait, chaque entreprise va réaliser son document unique en fonction de son activité. Donc, le document unique, il doit être fait donc un report systématique des résultats de l'évaluation des risques afin que l'ensemble des éléments analysés figurent sur un support. Donc, actuellement, il n'existe aucun registre officiel ni de modèle de document unique. Hein. Et donc, il vous appartient de déterminer sa forme la plus appropriée. Donc, nous, ce qu'on va plutôt vous conseiller, puisqu'il doit quand même être à mettre à jour très régulièrement, c'est de le faire en version numérique, peut-être sous forme de tableau, enfin des choses qui permettent une mise à jour rapide et simplifiée. Donc, le document unique, il doit être actualisé au moins une fois par an et à chaque fois que les conditions de travail ou les informations dont dispose l'entreprise sur les risques professionnels concernant les salariés l'exigent. Donc, effectivement, toute modification dans l'entreprise va redemander une actualisation. Là, dans le cadre du Covid-19, effectivement, il y a eu une mise à jour à faire, mais demain, il y a une modification notable dans votre entreprise, un déménagement, l'achat de nouvelles machines, changement d'organisation, une nouvelle organisation de travail fera qu'il y aura à mener une réflexion de réactualisation de votre document unique. Donc, le document unique, il est mis à la disposition, bien sûr, des travailleurs, du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents prévention de la CARSAT. Alors, pourquoi réaliser le document unique? Eh bien, on sait très bien que pour une entreprise, les accidents de travail et les maladies professionnelles se traduisent par un coût, une perte financière, une grande perte financière hein, sur les journées de travail.
Donc, les enjeux de la sécurité, qu'est-ce que ça va apporter à votre entreprise? C'est plus je vais avoir une démarche qualité, sécurité dans l'entreprise, meilleure sera l'image de marque de l'entreprise parce qu'il n'y aura pas de… Le fonctionnement, l'entreprise fonctionnera très bien, il y aura une bonne image de marque pour les clients, tout ça. Il y a un enjeu réglementaire puisqu'il est obligatoire depuis 2001 de faire ce document unique. Donc, c'est important de le faire. Si vous ne l'avez pas réalisé, vous pouvez, en cas de contrôle de l'inspection du travail, avoir une amende qui peut être de 1 500 € au premier contrôle et en cas de récidive, peut monter jusqu'à 3 000 €. Donc, effectivement, c'est très important de le faire. Et de toute façon, vous connaissez très bien les démarches qualité dans les entreprises. La démarche du document unique est la même. Ça permet toujours d'être dans une démarche d'amélioration continue. C'est toujours faire progresser l'entreprise. Donc, les enjeux financiers, effectivement, vous le savez, les accidents de travail, les journées d'absentéisme des salariés vous coûtent très cher. Et puis humain, quand le collègue est malade ou n'est pas là pour un accident, il faut le remplacer. Donc, effectivement, ça va aussi avoir un coût. Donc, on va dire que le document unique, il va falloir définir un niveau d'exposition, donc identifier les situations de travail à risque et les salariés qui vont être potentiellement exposés. Donc, par exemple, on va accueillir du public, il y a un risque particulier, notamment dans le cas du Covid-19, mais en général, voilà, dès qu'on a du contact avec du public, on peut avoir ce risque lors de pandémies, même beaucoup plus banales, grippe, gastro, choses comme ça. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui va exposer la personne à un risque supplémentaire au niveau administratif, la coactivité avec d'autres entreprises. Enfin, voilà, ce sont des situations de travail qui vont faire que les salariés vont être potentiellement exposés à un risque. Donc, ouais. Alors, le document unique, pour qu'on puisse évaluer la gravité, la priorité d'action à mettre en œuvre au niveau des risques de l'entreprise, on va devoir définir une méthode de cotation. Donc là, la méthode que je vais vous proposer, c'est une méthode il en existe plusieurs, différentes méthodes. Cette méthode que je vous présente là, c'est une méthode qu'on a adaptée à partir de la méthode de l'INRS. On a rajouté des petites choses qui nous ont paru importantes, notamment le nombre de personnes exposées au risque, qui est quelque chose qui n'est pas très souvent pris en compte lors des méthodes de cotation proposées. Mais quand vous avez l'ensemble des salariés exposés à un risque mineur ou une personne qui est exposée à un risque majeur, de risque de noyade pour certaines activités, de choses comme ça, il nous a paru important de l'identifier dans la cotation du risque. Donc, on a 4 critères. On va avoir le nombre de personnes exposées, l'effectif, donc on va coter de 1 à 4. La gravité, donc bien sûr là, pour préciser, dans le cadre du Covid-19, on va être en cotation 4, on va jusqu'au décès. Mais pour un accident, une lombalgie, on va être pour un accident de travail avec arrêt inférieur à 3 mois, pour vous expliquer un petit peu les degrés de cotation. Donc voilà. Ensuite, on va prendre en compte la fréquence. Est-ce que c'est un risque à laquelle je vais exposer mes salariés tous les jours, ou bien c'est une fois par an, ou bien c'est chaque mois ou chaque semaine? Donc ça, c'est à identifier. Et puis, surtout, on a voulu valoriser aussi toutes les actions, tous les moyens de prévention que vous pouvez mettre dans les entreprises. C'est les moyens de protection. On sait très bien que vous mettez plein de moyens de protection en place dans les entreprises, mais très souvent, dans le document unique, ils apparaissent peu ou pas bien. Donc, le fait de coter en fait, votre niveau de protection, ça va permettre à vous, en tant qu'employeur, de savoir si vous avez tout mis en place ou bien s'il reste encore des choses à améliorer. Donc, si vous avez
aucune protection mise en place, vous avez une cotation à 1. Par contre, si vous avez toutes les protections nécessaires pour prévenir le risque, vous êtes à 0,25. Voilà la graduation. Donc, dans le document unique, on va repérer les risques, on va les identifier, mais on va aussi les prioriser. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'on aura pu mettre en place dans l'entreprise face aux risques, il va falloir à un moment donné qu'on sache quel type d'action on va prioriser dans nos actions. Et c'est ce qui va servir à mettre dans votre plan d'action. Un document unique, on repère les risques, on les identifie et on doit annuellement faire un plan d'action. Et ce plan d'action, il va vous permettre de prioriser les actions les plus urgentes des moins urgentes, de mettre un délai. On sait très bien qu'il y a des investissements que vous ne pourrez pas faire dans l'année, mais qui pourront être faits en 2 ou 3 ans. Le but est de vraiment réfléchir à comment je peux améliorer les conditions de travail et diminuer le risque, mais en répartissant, en fait, en priorisant les choses. Donc, ces priorités-là, le plan d'action, on va dire, ce risque-là, je le prends en compte, je me donne un délai, je nomme un responsable qui va mener l'action et chaque année, lors de la mise à jour, ce plan d'action va être utile puisque c'est ce plan d'action qui va vous permettre de remettre à jour dans votre tableau de risque, en fait, ce qui aura été mis en place dans l'entreprise. Donc, pour prioriser, en fait, voilà, c'est très simple. On va multiplier l'effectif, la gravité et la fréquence. Donc, ça donnera un chiffre qu'on va après multiplier par la protection. Ça vous donnera donc un chiffre supérieur à 25, entre 20 et 25. Et là, ça vous donnera un critère de priorité d'action. Alors, les mesures de prévention, donc bien sûr, elles peuvent être de 3 ordres. Ça peut être des mesures organisationnelles, des mesures techniques ou des mesures humaines. Donc, au niveau organisationnel, là, dans le cadre du Covid-19, les mesures gouvernementales, on nous a demandé de favoriser, de mettre en priorité le télétravail en place. Donc, par exemple, en type de mesures organisationnelles, on a eu le télétravail, de limiter les rassemblements, de préférer tout ce qui était réunion par visioconférence, limiter les déplacements non indispensables, d'aménager les postes de travail, essentiellement les distanciations au niveau des postes avec des plexiglas entre chaque bureau dans le cadre d'open space, de limiter le nombre de personnes dans les bureaux, enfin voilà. Donc tout ça, ce sont des mesures organisationnelles qui ont dû être mises en place dans l'entreprise. Exemple de mesures techniques, donc par exemple, c'est en arrivant au bureau, on a mis un distributeur de gel hydroalcoolique avant de pénétrer dans le bureau afin de se désinfecter les mains avant de toucher des surfaces communes, la mise en place de masques, la délimitation de zones par un marquage au sol pour les distanciations, de mettre en place un système de circulation dans l'entreprise. Donc voilà, ce sont des choses qui ont été mises en place aujourd'hui. L'exemple de mesures humaines, on va informer les gens sur les conditions d'hygiène. Donc, dans le cadre du Covid-19, les gens travaillant soit à distance, soit sur place, il y a eu beaucoup d'informations à donner au personnel pour que chacun puisse suivre un petit peu la mise en place de protection dans l'entreprise. Et puis aussi les conduites à tenir en cas de contamination. Donc aussi également comme type d'action complémentaire qu'on a à prévoir, c'est vraiment l'affichage. Répéter les informations visuelles au niveau des salariés, c'est un bon moyen d'information.
Donc, pas hésiter à coller des affiches à différents endroits, à marquer au sol, marquer au niveau des murs, des sens de circulation, choses comme ça pour bien faire respecter les mesures barrières. Et puis aussi les règles de nettoyage des locaux, sol et surface. Donc, on est d'accord que là, il a fallu mettre en place soit des procédures de désinfection, hein, puisque dans le cadre du Covid, il faut utiliser des produits spécifiques pour la désinfection des locaux. Donc, il y a eu de l'information aussi au niveau du personnel. Quand on utilise un ordinateur, bien désinfecter le clavier, la souris, le téléphone. Enfin, voilà, c'est des choses qui ont été mises en place aussi au niveau des entreprises. Alors, l'intégration du risque pandémie. Alors, nous, on vous propose ce tableau. Hein, il peut être bien différent dans votre entreprise. Hein. On a fait un focus en fait du risque pandémie puisque il est intégré dans le risque biologique. Donc, risque biologique, infectieux ou parasitaire. Donc, la description, la situation de travail, la situation de danger, ça va être l'exposition des salariés au Covid-19. Donc là, tout le personnel est forcément exposé. Hein. La gravité est forcément très forte et la fréquence, on est tous les jours au quotidien. Donc là, on a forcément un risque brut qui est très élevé, hein, évidemment. Mais dans l'entreprise, comme on va mettre plein de moyens de prévention en place, on aura un risque résiduel bien moindre. Donc, par exemple, ce sont que des propositions au niveau de moyens de prévention. Par exemple, de nettoyer régulièrement les surfaces et les lieux collectifs ainsi que les équipements. On va conseiller d'aérer les pièces au moins 3 fois par jour, 15 minutes. Privilégier le télétravail, les réunions en visioconférence. Éviter le plus possible les déplacements, mettre en place des masques si les distanciations sociales ne peuvent pas être appliquées. Si pas de point d'eau à proximité, mettre en place des gels hydroalcooliques, aménager les postes de travail. Voilà, ça, ce sont des propositions. Et puis, par exemple, comme proposition d'amélioration, c'est j'ai un salarié qui suspecte ou qui a été contaminé par le Covid-19, et bien sûr, le fait informer et orienter vers le médecin du travail de l'entreprise, le salarié. Alors, on a dans le document unique pour le Covid-19, on est bien d'accord qu'il n'y a pas que le risque biologique à prendre en compte. Il va y avoir les risques psychosociaux, mais il peut également avoir le risque TMS qui est lié aux conditions de travail des personnes qui sont en télétravail à domicile, hein, qui n'ont pas forcément une bonne installation de leur poste de travail lors du télétravail. Les horaires de travail vont être modifiés, l'implantation ne va pas forcément être correcte. Donc voilà, il faut vraiment, on vous a mis les risques biologiques en priorité et les risques psychosociaux, mais il faut vraiment revoir l'intégralité de vos risques de l'entreprise. Donc au-delà, l'évaluation des risques psychosociaux et le plan d'action qui va en découler, hein, ça va aider à préserver et renforcer la qualité des relations dans l'entreprise pour au mieux traverser cette crise. Donc, il va y avoir différents risques et critères à prendre en compte. Donc là, on vous a mis les 6 facteurs de Golac dans les modalités d'exposition au danger. Donc, on va parler d'intensité, de complexité du travail. Donc, effectivement, dû au Covid-19, il y a eu une baisse des effectifs ou l'arrêt de l'entreprise. Dans beaucoup de situations. La conciliation difficile entre la vie professionnelle et personnelle, ça a été un télétravail imposé, donc télétravail avec garde d'enfants puisque les écoles étaient fermées.
L'autonomie et les marges de manœuvre, la crise sanitaire peut créer ou accentuer un sentiment d'absence de contrôle. C'est-à-dire qu'on est soit à distance de l'entreprise, soit on est en chômage partiel et on est un petit peu séparé du quotidien de l'entreprise. Les exigences émotionnelles, donc peur au travail, donc on va travailler mais on a peut-être peur pour sa santé, celle de son entourage. Les relations sociales, donc le confinement en lui-même, c'est une source d'irritabilité, d'anxiété, de stress. Donc il y a pu avoir des tensions un petit peu, soit collectives ou individuelles, hein. On a même vu des situations de violence. Les conflits de valeurs, donc la crainte de contaminer. Donc, est-ce qu'on se protège bien? Est-ce qu'on fait bien? Donc, on n'est jamais trop sûr de suffisamment se protéger. Ne pas garantir une sécurité suffisante, de devoir prendre des mesures vis-à-vis de l'emploi de leurs salariés. Donc, ça, c'est le cas des entreprises qui n'ont pas eu le choix de mettre les salariés en chômage partiel, soit parce que leur activité, on leur a obligé la fermeture, soit parce qu'il y avait une perte d'activité assez forte et il n'y a pas eu le choix d'en venir à cette situation. Et puis l'insécurité de l'emploi, bien sûr, hein, perte de rémunération, pérennité économique de la structure. Donc en moyens de prévention, c'est aussi une liste vraiment non exhaustive, mais pour vous donner un petit peu des idées. Donc, l'adaptation des horaires de travail, définir et communiquer sur les modalités organisationnelles spécifiques du télétravail, création d'un dialogue avec les salariés, favoriser la cohésion et la solidarité, explication des règles, certains salariés en congé, en télétravail, en chômage partiel. Donc, c'est vrai que les équipes, le travail d'équipe est un peu compliqué. Un travail de réflexion et de concertation est mis en place avant chaque décision importante. Donc ça, vraiment, ce qui est important dans ces situations-là, c'est vraiment de communiquer au niveau des salariés sur les mesures prises dans l'entreprise. Et puis l'obtention de subventions, effectivement, pour certaines activités, ils ont eu des reports de charges, des choses comme ça. Donc, en proposition d'amélioration, donc par exemple, informer, ouvrir le dialogue sur la répartition du travail, parce que certains pensaient peut-être avoir plus de charges de travail que d'autres. S'assurer que tout le monde a bien compris qui fait quoi, comment, avec qui, parce que les organisations ont été quand même bouleversées. Certaines entreprises sont malheureusement confrontées aussi aux cas de salariés malades. Donc, il faudra gérer aussi cette situation-là, puisqu'il y aura eu des salariés soit en activité, soit il y aura eu une prise en charge importante, soit malheureusement même quelqu'un de très malade et il y aura peut-être des décès à gérer aussi au niveau des entreprises. Donc voilà, ce sont des pistes d'action et d'amélioration qu'on vous propose. Donc notamment par rapport à l'intégration du risque RPS dans l'entreprise, nous avons une psychologue du travail qui peut tout à fait vous aider dans cette démarche. Donc, c'est elle la spécialiste sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Elle a créé, vous verrez sur notre site internet, il y a un certain nombre de fiches aussi, conseils sur ce sujet-là, sur la mise en place du télétravail, sur le risque RPS, sur différentes informations, donc n'hésitez pas surtout à aller consulter notre site internet. Voilà. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, donc il y a notre site internet où vous aurez toutes les fiches conseils et documents de prévention qui ont été élaborés par l'ensemble de l'équipe de l'ISTF, donc les médecins, les infirmiers, les IPRP, l'ensemble des équipes. Il y a le site de l'INRS aussi où il y a beaucoup d'informations. Et je vous lis aussi sur notre site, il y a également tout ce qui est fiches métiers que le gouvernement a élaboré également sur travail-emploi.gouv.fr. Donc vous verrez sur notre site internet, il y a l'ensemble des liens pour avoir toutes ces informations-là. Pour toute autre question, contactez l'équipe de l'ISTF.